Alors rebonjour ou bonjour, selon si vous avez déjà regardé une vidéo avant ou pas. Je vais continuer en fait sur ma lancée de petites vidéos au sujet de l'hépatite auto-immune. Si vous voulez vraiment la définition de ce qu'est une hépatite auto-immune, je vous invite à retourner voir une autre vidéo que j'ai faite sur le sujet. Je pense que je vais essayer de créer une petite playlist thématique. Voilà. J'ai oublié de préciser dans la vidéo d'avant, en fait, que la susceptibilité génétique vient notamment de la présence d'un gène qui est assez courant dans la population, qui est le gène HLA-B27. Mais c'est pas parce qu'on a ce gène qu'on va forcément développer une hépatite auto-immune ou une autre maladie auto-immune. Pas du tout. Par contre, ça prédispose quand même au développement de maladies auto-immunes. J'ai ce gène de présent, il était également présent chez mon père, chez ma grand-mère. J'ai également un vitiligo qui est donc une décoloration de la peau par endroits. Vous connaissez probablement cette maladie qui est un peu plus visible. Alors moi ça se voit pas trop parce que je suis assez blanche de peau, mais chez des personnes plus bronzées par exemple ou noires de peau, c'est très visible et fort heureusement, ces personnes sont moins critiquées et décriées aujourd'hui et il y a même des mannequins qui ont fait de cette différence une force. Voilà, je souhaitais préciser ça avant de parler donc des traitements de l'hépatite auto-immune. Non, je vais parler d'abord du diagnostic de l'hépatite auto-immune. Désolée. Le diagnostic. Alors, comment on m'a découvert cette pathologie ? Il faut savoir que les maladies du foie sont des maladies extrêmement silencieuses, c'est-à-dire qu'il n'y a bien souvent aucun symptôme. Souvent, lorsqu'il y a des symptômes, ils ne sont soit pas très spécifiques, c'est par exemple des nausées, voilà, des vomissements éventuellement, mais en tout cas pas de symptômes très spécifiques. Et lorsqu'il y a des symptômes plus prononcés tels qu'une jaunisse, ou que sais-je, vraiment de l'apparition d'acide ou autre, c'est que vraiment la maladie est à un stade très sévère ou plus avancé, malheureusement. Voilà. Je ne sais pas si un dépistage systématique ou une vérification tous les ans, je ne sais pas, chez les gens, pas spécifiquement pour l'hépatite auto-immune, mais pour d'autres maladies du foie, peut-être un dépistage systématique, ça pourrait être bien. Enfin, mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit, surtout pour les maladies comme ça, très silencieuses. Hein, c'est un peu à l'instar de certains cancers colorectaux qui sont détectés beaucoup trop tard parce qu'en fait, il n'y a aucun symptôme. Je ne m'y connais pas, ceci dit, en cancer, donc je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis pas concernée par le sujet. Donc on a parlé de la définition, on a dit qui était touché et plutôt pourquoi. Et donc là, le diagnostic, moi, qu'est-ce qui se passait à l'époque ? J'avais des symptômes, je dirais, de type gastro. Voilà, de type gastro-entérite, c'est-à-dire des selles un peu diarrhée, enfin voilà, je vous passe les détails, mais voilà, il s'agit de données d'ordre médical. Il s'agit de diarrhée, il s'agissait, alors j'avais les selles en effet décolorées, mais je ne savais pas que c'était un symptôme. Avais-je les urines foncées ? Je ne sais pas, mais ça aussi, ça peut être un symptôme d'un foie qui est en souffrance. Urine foncée et selles claires, c'est l'inverse normalement, les urines doivent être claires et les selles plutôt foncées. Donc voilà, si vous avez un jour, pourquoi pas, ces symptômes-là, n'hésitez pas. Il ne faut pas prendre les symptômes à la légère, en fait. J'avais également, je ne sais plus si j'avais des vomissements, mais en tout cas, j'avais des nausées très fortes. Je me sentais pas bien. Globalement, je me sentais pas bien. Donc sur le coup, diarrhée, nausée, on se dit, ok, j'ai la gastro, quoi. Donc j'ai laissé passer 1 semaine, 2 semaines... Et puis quand même, arrivé la 3e semaine, j'en ai reparlé à ma mère. Puis vraiment, quand je voyais de la nourriture, de la crème fraîche, du beurre, des choses assez grasses, vraiment, je me sentais très très mal. Et je me souviens donc avoir dit à ma mère, voilà, je lui avais décrit mes symptômes. Donc elle m'avait pas spécialement envoyé chez le médecin pour la gastro. Oui.
On n'a pas forcément besoin d'aller chez le médecin pour une gastro, hein. On sait tous un peu comment gérer ce genre de pathologie très banale. Mais là, je voyais que ça durait et je lui dis ouais, mais là, c'est une gastro qui dure 3 semaines quand même. C'est un peu long, quoi. Donc, me voilà partie chez mon médecin traitant de l'époque. Il faut savoir que moi, j'adorais lire les encyclopédies médicales qui se situaient chez mes parents. Et je ne sais pas pourquoi, mon médecin ne le savait pas forcément à l'époque. Mais je parle donc avec mon médecin traitant, on imagine ce que ça peut être. Je sais plus si j'avais déjà fait la prise de sang, mais je crois pas encore. Et elle me dit, mais vous pensez à quoi? Donc c'était vraiment déjà le partenariat patient, vous voyez. Avant même la loi Kouchner de 2002, pour celles qui sont éventuellement en études de secrétariat médical, la loi Kouchner de 2002, c'est la loi qui a vraiment défini tous les droits des patients, le partenariat patient, etc. Enfin, c'est voilà. Donc me voilà en 2001, j'ai 17 ans, et mon médecin traitant me demande quelle pathologie elle pense que je peux avoir. Et je lui dis, bah écoutez, vu les symptômes, ça paraît bien être une hépatite, mais puisque j'avais cherché dans les livres, j'avais pas d'ordinateur à l'époque, et donc j'avais cherché dans les livres et j'avais dit, bah ça paraît bien être une hépatite quand même. Et donc nous voici partis à faire une prise de sang. Donc la prise de sang revient. Il faut savoir que donc on peut détecter une hépatite et une hépatite auto-immune, hein, c'est pas différent pour le coup des hépatites virales, par une augmentation des enzymes situées dans le foie, qu'on appelle les transaminases, donc que vous verrez sur vos prises de sang au niveau ASAT et ALAT. La norme, je sais plus quelle est la norme. En plus, je crois que ça peut un peu varier selon les époques. Je crois que c'est entre 30 et 50 ou 40 et 50. En tout cas, moi, je pétais les scores, comme dirait l'autre. J'avais des scores d'environ 2000, 2500. Et ce n'est pas positif dans ce cas-là, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc là, bien sûr, on se dit... je sais plus si mon médecin avait automatiquement cherché d'autres causes. En tout cas, on m'a aussi découvert à l'époque une hépatite C, malheureusement pour moi. On ne saura jamais comment je l'ai attrapée, comme 30 à 40% des personnes. L'hépatite C, il faut savoir que ça s'attrape que par le sang. Et là, je n'avais eu j'avais pas du tout un profil à risque, je n'avais pas de tatouage, pas de piercing, aucune transfusion sanguine, rien qui pouvait amener à suspecter une hépatite C. Mais bon, on voit le diagnostic d'hépatite C, mais vu les transaminases, une hépatite C ne peut pas donner ce genre d'élévation et d'inflammation aiguë comme ça, suraiguë, même presque fulminante en fait, que j'avais. Et donc là, j'ai été orientée, on a pensé aussi, si quand même, parce que les hépatites, mais pas auto-immunes, attention, les hépatites en général peuvent aussi être données par les traitements. Par exemple, notamment les pilules contraceptives. Donc moi, à l'époque, j'avais extrêmement peur que ce soit ma pilule contraceptive le problème, parce que je prenais la pilule en cachette. Au secours, mon Dieu. Et aujourd'hui, ça paraîtrait tellement fou de se dire que fallait que je prenne la pilule en cachette, quoi. C'est sûr, vaut mieux tomber enceinte et ne pas prendre de pilule. Enfin bon, bref. Bon, j'avais jamais eu de rapport à l'époque, mais voilà. En tout cas, je prenais la pilule en cachette et on a vraiment eu... moi, j'ai eu vraiment très peur que ce soit la pilule. Bon, je crois qu'il aurait mieux valu que ce soit la pilule plutôt que l'hépatite auto-immune ou l'hépatite C, mais... Voilà. Donc, j'ai été orientée très rapidement chez un spécialiste situé dans... il exerçait au sein d'une clinique, donc il avait son propre cabinet. C'était dans le privé, donc que j'ai été suivie pendant quasiment 15 ans, ou presque, un peu moins peut-être. Voilà. Voici pour la façon dont on a découvert. Le médecin donc spécialiste, parce que là bien sûr mon médecin traitant était totalement dépassé. Un peu tout le monde était dépassé vu les circonstances. Donc je ne sais plus si j'ai démarré le traitement avant qu'on sache que c'était une hépatite auto-immune ou pas. Je ne saurais pas dire. En tout cas, j'ai très rapidement été prise en charge. On m'a fait d'autres recherches qui prennent du temps parce que il faut
chercher comme je vous ai dit, les anti-LKM par exemple, enfin quel type d'hépatite auto-immune. J'ai fait une biopsie très rapidement aussi. J'ai eu 3 biopsies dans ma vie. Une en 2001, une en 2004 et une autre en 2019. J'ai eu mes 2 premières biopsies ont eu lieu. Voilà, je vous présente Uno qui va squatter parce que là, il veut sa dose de câlin. Oui. J'ai eu 2 biopsies, mais par voie, ce qu'on appelle transpariétale, je crois. Donc c'est vraiment au niveau du ventre directement. Merci Uno de laisser mon micro tranquille. Et j'ai eu donc une 3e biopsie, juste pour info, par voie jugulaire. Dans le cou, oui, tout à fait. C'est très flippant, mais il y a moins de risques hémorragiques en fait. Je sais pas si cette technique existait en 2001 ou pas. En tout cas, malgré le risque hémorragique, on m'a pas fait de biopsie par voie jugulaire. Mais voilà, il m'a tout déréglé, mon micro, ce chat. Je n'ai pas fait donc de biopsie par voie jugulaire à l'époque. Voilà, la biopsie permet vraiment de confirmer un diagnostic en recroisant les données de la prise de sang, les anti-LKM que j'avais. Je vous invite à revoir ma première vidéo sur ce qu'est une hépatite auto-immune si vous ne l'avez pas regardée. Donc, maladie auto-immune, hépatite de type 2. Et recoupé avec la biopsie. Je suppose, je ne saurais trop dire pourquoi, mais il me semble en fait que la biopsie laisse apparaître des lésions très typiques en fait d'une hépatite auto-immune. Ce ne sont pas les mêmes types de lésions qui apparaissent si c'est par exemple une inflammation due à de l'alcool ou due à une hépatite auto-immune ou due à un virus. En fait, je pense que vraiment visuellement parlant, visuellement parlant, ça n'a pas la même tête, voilà. Et j'en reste là pour le diagnostic de l'hépatite auto-immune. Donc voilà, j'ai été prise en charge très rapidement et on a commencé un traitement, plusieurs traitements même, et je suis toujours sous traitement aujourd'hui, près de 25 ans après. Voilà. C'est une maladie chronique, il n'y a pas de guérison possible aujourd'hui. J'ai évoqué très rapidement que j'avais été aussi diagnostiquée pour une hépatite C. En revanche, il y a eu un traitement de trouvé pour l'hépatite C il y a une dizaine d'années. C'était une avancée vraiment formidable. Je reviendrai dessus là aussi sur une autre vidéo, mais là on parle vraiment de l'hépatite auto-immune. Voilà. Allez, je continue dans une autre vidéo à propos des traitements. N'hésitez pas, toujours si vous avez des questions déjà au sujet du diagnostic, si vous avez aussi envie de partager quelque chose en commentaire, vraiment, n'hésitez pas.